Nous commençons avec le tournoi du Cascade Clash, ayant regroupé plus de 100 joueurs. À la 4ème place, nous avons une liste Chevalier du Chaos. Commençons par les personnages, et d'ailleurs il n'y en aura qu'un, un Cerastus Lanceur, en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, grand classique, 5 dogs brigands et 4 dogs carnivores. On rajoute une petite pincée d'unités alliées avec une bête de Nurgle et 2 unités de 3 Nurglings. Regardons le débrief. Le chaos s'invite avec un grand chevalier en utilisant un lanceur à la fois pour sa valeur d'attaque de char gratuite, encore plus efficace ici grâce aux nombreux carnivores, et pour renforcer la mobilité des brigands. Alors que le stratagème chevalier de l'ombre est généralement utilisé pour les charges des carnivores, l'option de déployer soudainement un tir de fusion et ceux d'une Gatling derrière un abri est une tactique à ne pas sous-estimer. Cette stratégie non conventionnelle peut prendre les adversaires au dépourvu. Opter pour un seul grand chevalier augmente la probabilité de pouvoir le dissimuler durant le déploiement. La plupart des terrains de tournoi offrent au moins un endroit pour se cacher. De plus, Chevalier de l'Ombre offre la possibilité de choisir le moment et la manière de le révéler. Au-delà de cela, la liste suit principalement une approche standard, avec une petite particularité notable via la bête de Nurgle, utilisée comme un gardien d'objectifs. Ce choix est intéressant si on s'attend à croiser les tirs indirects de l'Astra Militarum. Ses 7 points de vie le rendent résistant aux tentatives de nettoyage des manticores ou des basilisques, et sa capacité de guérison force les adversaires à détourner une puissance de feu significative pour le détruire. Ce qui n'est pas le meilleur plan d'après moi, car ce sont des ressources qui ne seront pas allouées directement sur les chevaliers. C'est donc un moyen économique de réduire les risques dans ce genre de match. Dans l'ensemble, cette liste présente des choix innovants, alors toutes mes félicitations pour cette 4ème place. À la 3ème place, cela fera plaisir à nos joueurs chevaliers impériaux, car on a une liste qui atteint le podium. Commençons par les personnages avec le grand et renommé Canis Rex. En tant que seigneur de guerre. Vous rajoutez un Cerastus lanceur et un chevalier errant. Dans les unités de ligne, on va avoir 4 armigères astères. Et bien entendu, dans les unités alliées, grand classique, l'assassin Calidus. Passons au débrief. Nous avons là les redoutables chevaliers impériaux qui ont assuré la 3ème place. Cette configuration tire parti des avantages impériaux, cherchant à exploiter le défi auquel les adversaires sont confrontés pour éliminer une marée incessante de puissance mécanisée qui avance vers eux. Avec un lanceur et un errant à leur tête, la liste gagne des capacités de frappe significatives, constituant une menace avec laquelle les adversaires doivent compter. De plus, Canis Rex se distingue comme une force redoutable, réputée comme l'un des guerriers les plus létaux de l'Imperium. Bien que pas excessivement complexe, cette construction évoque un sentiment de terreur. Elle peut rapidement engager les adversaires, déchaînant le chaos sur eux, enfin l'Imperium, je dirais. Et ensuite, exiger un tribut pour toute tentative de représailles, que ce soit par le biais du stratagème vaillant jusqu'au bout, ou celui d'endosser le fardeau. De nombreuses autres factions privilégient actuellement le déploiement de machines de guerre redoutables, mais cette configuration semble bien équipée pour les surpasser. Même les Cthans, généralement des adversaires redoutables, doivent faire preuve de prudence en raison de la capacité du lanceur à effectuer un double attaque de char dévastateur, une manœuvre capable d'infliger des dégâts importants pouvant entraîner leur chute. Bien que les Nécrons aient finalement vaincu les chevaliers impériaux lors de la bataille finale, il est probable que la présence des guerriers Nécrons ait fait pencher la balance. Sans la résilience de ces guerriers Nécrons, même 3 Cthans auraient peut-être eu du mal à résister à l'assaut. C'est vraiment intéressant de voir ces machines de guerre colossales en action. En tous les cas, félicitations pour cette performance impressionnante. En 2ème position, nous avons une liste World Eater, comme quoi la faction reste très largement compétitive. Les personnages, comme d'habitude, leur primarque engrone en tant que seigneur de guerre. On rajoute cette fois-ci un choix assez inhabituel sous la forme d'un prince démon ailé, avec l'optimisation Vouge de Berserk. Un seigneur sur Juggernaut, avec l'optimisation favori de Korn. Dans les unités de ligne, on va rajouter une unité de 10 Jackal. On continue avec les autres unités, sous la forme de 2 unités de 3 Octoliers, 2 unités de 2 Rejetons du Chaos, 2 Féro-Centaurus avec leur canon plasma, ainsi que 3 Féro-Cerberus. Et oui, du grand changement dans les listes World Eater. Allez, regardons le débrief. Il semble que Vashtor puisse influencer les récents développements chaotiques, car cette construction délaisse les choix classiques des World Eaters au profit de redoutables machines démons. Les Féro-Centaurus et les Féro-Cerberus forment une excellente combinaison pour cette construction. Si les premiers éliminent une figurine d'une unité, ils activent toutes les améliorations pour les seconds, leur accordant une charge menaçante de 7 pouces s'ils arrivent des réserves stratégiques, ou même de 6 pouces avec Engrone, une couverture significative du champ de bataille et un potentiel de dégâts assez élevé.
élevé. La combinaison de ces machines démons avec Angron ainsi qu'un prince démon crée une saturation de menaces redoutables, potentiellement écrasantes pour les adversaires. De plus, cette construction présente des avantages contre l'Astra Militarum. Le prince démon offre une chance de choquer une unité cruciale au début de la phase de combat, les empêchant de réapparaître via le stratagème renfort. Le plan de jeu misant sur la pression des unités de combat et les unités de tir comme les Ferrocentaurus positionnés sur un objectif offre des avantages tactiques. Cela force l'adversaire à investir des ressources importantes pour éliminer les Ferrocentaurus, détournant l'attention des objectifs et aidant à assurer la victoire. Il est passionnant de voir des stratégies non conventionnelles exceller en jeu compétitif. Donc, toutes mes félicitations pour avoir obtenu une deuxième place invaincue. Enfin, à la première place, nous avons une liste Necron dans le détachement Hypercrypt. Dans les personnages, nous commençons avec un chronomancien et son optimisation Dimensional Overseer. Parmi les Cthans, on aura ce que j'appelle les triplés, le Nightbringer, le Dragon du Vide. Alors je viens de m'apercevoir que c'est le Dragon du Néant. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours appelé Dragon du Vide, mais voilà, je vais essayer de faire un effort et me souvenir que c'est Dragon du Néant. Ainsi qu'un Transcendant Cthal. Allez, regardons la suite de la liste. On rajoute un Illuminor Zeras, un Plasmancien avec l'optimisation Arisen Tyrant. Dans les unités de ligne, 2 unités de 20 guerriers Necrons. Dans les autres unités, on va avoir une unité de 3 nuées de Scarabée Canoptech. Et on finira avec 2 unités d'un Destroyer Locust, une seule unité d'un Destroyer lourd Locust avec son Ghost Destructeur, et on finit avec un Monolithe. Allez, regardons le débrief. Les dynasties ont été actives sur les derniers tournois, à la fois pour l'Hypercrypt et la cour Canoptech, faisant des progrès significatifs. Cette construction particulière présente une variation des constructions standards d'Immortel privilégiant la durabilité plutôt qu'un potentiel anti-infanterie explosif. Avec suffisamment de présence sur le champ de bataille pour contester les objectifs contre des adversaires résilients, cette liste repose fortement sur les Cthans pour produire des dégâts, tout en maintenant une résilience contre les assauts de début de partie avec l'inclusion de 2 unités de 20 guerriers Necrons, accompagnés de Zeras et des améliorations du chronomancien. Cela accentue à la fois la durabilité et la mobilité du détachement. Pendant ce temps, les squads du Plasmancien utilisent les stratagèmes du détachement, notamment précision cosmique pour l'arrivée à 3 pouces des unités adverses, pour déchaîner des dégâts tout en minimisant les représailles. Cette construction pose des défis redoutables aux adversaires, testant leur capacité à gérer à la fois les hordes et les unités lourdes, surtout avec la prévalence des sauvegardes à 2+, dans l'univers compétitif actuel. La touche fatale sur 5+, avec la relance des touches en arrivant d'hyperphase, PA-1, permet de saturer tout type d'unité. Je ne me trompe pas, c'est notre beau chevelu Manix qui utilisait une construction à peu près équivalente. Dans tous les cas, félicitations pour avoir atteint cette première place. Maintenant, passons à notre second tournoi et son top 2, le Meta 40K ayant regroupé plus de 40 joueurs en Hongrie à Budapest. Nous commençons avec la seconde place pour une liste d'Esgard. Dans les personnages, on va avoir 2 Biologus Putréfacteurs, 2 corrupteurs Nidoreux, un petit Primarque sous la forme de Mortarion en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Marines de la Peste, et qui dit 2 unités de Marines de la Peste, dit 2 Rhinos évidemment. On continue la liste avec une unité de 10 cultistes, un drone fétide, alors attention, au niveau des équipements, il est avec ses lance-flammes et non pas sa moissonneuse-batteuse. On rajoute 2 chenillés Crash Pest, et parmi les unités alliées, on aura une unité de 3 Nurglings et 2 Dog Brigands. Allez, regardons le débrief. Dans cette stratégie, le joueur capitalise sur les capacités d'aura de Mortarion en regroupant des unités de tir adaptées pour pulvériser les armées ennemies qui espèrent que leur modificateur de dégâts pourrait les sauver. Oui, Mortarion ignore les modificateurs. Quant au Dog Brigand, il reste une excellente option pour la Death Guard, tout comme les Nurglings, et 2 grosses unités de Plague Marines prêtes à combattre en premier, neutralisant efficacement les armées axées sur le combat pour la domination du champ de bataille. Il s'agit là d'une construction vraiment intéressante qui met en valeur bon nombre des raisons pour lesquelles la Death Guard connaissent un excellent début d'année, en tout cas bien joué. À la première place, nous avons une liste qui plaira à nos joueurs Salamanders, car ce sera du Salamanders, Vulcanestan, en détachement Firestorm. Allez, faites chauffer le barbecue, car on commence avec les personnages. Un capitaine en tant que seigneur de guerre équipé d'un gantelet énergétique et d'un pistolet néo-volkite, il aura l'optimisation artisan aguerri. Ensuite on rajoute le bien célèbre Vulcanestan, en transport dédié 2 impulsors. Alors attention, on en a un qui est équipé du Bellicatus missile et l'autre du Sky Talon. Dans les autres unités, une petite unité de 5 assauts intercesseurs avec leur réacteur dorsal et d'un Ballistus Dreadnought. On continue la liste avec une unité de 4 héros de compagnie, 2 unités de 3 éradicateurs, un gladiateur lanceur, un gladiateur Reaper,
une unité de 3 Inceptors avec leur plasma, et on finit la liste avec 2 unités de 5 Infernus, 2 unités de 5 Scouts équipés pour la première d'un bolter lourd et pour la seconde d'un lance-missile, un Storm Speeder Hammer Strike, un Storm Speeder Thunder Strike, et enfin, la petite cerise sur le gâteau, enfin je dirais le petit troll au bout du stylo, une unité de 3 suppressors. Allez, regardons le débrief de cette liste assez originale dans sa construction. Voici une liste sortant de l'ordinaire des listes Firestorm qui mise sur une expansion large grâce à son MSU. MSU pour Multiple Small Unit, soit de multiples petites unités. Dans tous les cas, cela renforce la puissance des lance-flammes grâce à quelques ajouts des Salamanders, mais délaissant l'accent habituel mis sur les Land Raider Redeemer et les agresseurs lance-flammes que nous avons le plus souvent observés. Au lieu de cela, les véhicules sont moins chers, il y en a beaucoup plus, ce qui rend cette composition beaucoup plus difficile à éliminer de manière décisive. Car il y en a partout sur le champ de bataille. Il s'agit là d'une véritable approche d'armes combinées reposant sur des unités légères telles que les éradicators et les lanceurs pour éliminer les cibles difficiles, mais utilisant les impulseurs pour exploiter les stratagèmes liés au transport offerts par le détachement Firestorm. C'est une approche assez novatrice, et une victoire en Grand Tournament pour la Firestorm qui réchauffe le cœur de nos joueurs Salamanders. Donc bien joué à toi. Allez, en petit bonus, nous allons regarder de plus près la confrontation finale d'un tournoi ayant regroupé plus de 30 joueurs en Suède, opposant les World Eaters, oui encore eux, comme quoi la faction n'est pas à la ramasse, comme certains peuvent le penser, contre l'Adeptus Mechanicus, et ça, c'est une grande surprise. Oui, vous ne rêvez pas, l'Adeptus Mechanicus est bien dans une finale. Commençons par la liste World Eater. Dans les personnages, comme d'habitude, Angron en tant que seigneur de guerre, Karl le Félon, le seigneur Invocatus, un seigneur sur Juggernaut avec l'optimisation favori de Korn. On continue avec un maître des exécutions et l'optimisation de la bouche berserk. Dans les unités de ligne, on a une unité de 10 chacals, une unité de 10 berserkers de Korn, en transport dédié, un rhino, et on finit avec une unité de 3 octoliers, 2 unités d'octoliers exaltés, alors attention, on a une unité de 6 et une seule de 3. Et enfin, 2 unités de 2 rejetons du chaos. Passons à la liste de l'Adeptus Mechanicus. Nous avons en détachement Radzone Corp. Dans les personnages, 2 technoprêtres Manipulus, le premier aura l'optimisation autoclavique d'énonciation et le deuxième aura Peerless Eradicator. On rajoute 2 techno-archéologues, dont l'un est seigneur de guerre, avec l'optimisation radiale suffusion. Dans les unités de ligne, on a une unité de 10 Kitari Ranger, 4 unités de 10 Kitari Patrouilleurs, en transport dédié un Scorpius d'une Rider. On continue avec 2 unités de 6 Cataphrons Breacher, une unité de 5 infiltrateurs sicariens, et dans les unités alliées, on rajoute une assassine Calidus, Canis Rex, ainsi que la dame inquisitrice Kyria Draxus. Regardons le débrief de cette finale. Dans le coin des World Eaters, nous avons une composition typique d'octoliers prêts à avancer et à frapper l'ennemi. La majeure partie des dégâts est concentrée sur quelques gros tueurs, accompagnés des rejetons et des chacals pour occuper l'espace et tenir les objectifs. De l'autre côté du champ de bataille se trouve une ligne de tir de Breacher équipée et prête à anéantir tout ce qui s'aventure à portée. Le principal défi pour les World Eaters est la pléthore d'unités patrouilleurs sacrifiables. Celles-ci peuvent tranquillement se tenir devant, avançant suffisamment longtemps pour que les Breachers détruisent tout ce qui passe à leur portée et dans leur ligne de vue. Le moyen évident pour les World Eaters repose sur les exploits héroïques d'Angron, ou un piège se déclenchant via les octoliers exaltés. Si l'un de ces deux plans échoue, ils auront du mal à résister à la tempête de feu. Pour le primaire, les Skitari patrouilleurs peuvent être sacrifiés pour nullifier les objectifs de l'adversaire, bien que l'Adeptus Mechanicus soit mal aimé depuis la sortie de leur codex. Il reste des matchs qu'ils peuvent remporter en utilisant des mécaniques de blocage pour temporiser l'adversaire et protéger ses unités coup de poing. Il semble que ce genre de stratégie ait bien fonctionné, avec une victoire 14-6 de l'Adeptus Mechanicus. Regardons le débrief de la liste. C'est un triomphe pour cette construction Radzone Corps. Elle apporte une pression de blessure mortelle qui peut être vraiment toxique pour les armées d'élite en MSU, ce qui les met sur une limite de temps pour entrer au milieu du champ de bataille. Des tonnes de patrouilleurs pour marquer des points et bloquer l'adversaire tandis que les armes entrent en action, et des assassins pour renforcer l'utilité et marquer des points. C'est un plaisir de voir le Codex Adeptus Mechanicus remporter une victoire, donc très bien joué. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.